Alors, bonjour à tous. Donc, vous êtes toutes de la même année, le même promo? Non? Il y a plusieurs promos, plusieurs facs, c'est ça? Ok. Bon, vous êtes nombreux, donc on va pas faire un tour de où vous êtes, tout ça. Donc, on va faire une conférence d'endocrinologie. Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par l'endocrinologie déjà. Ok. Ah, il y a du monde. Super. À Paris ou pas? Ok, bon, vous pourrez me poser des questions à la fin si vous voulez un peu plus. Donc, on va essayer de faire un gros point. Donc, cette conférence, ça va être surtout de l'endocrinologie. Bon, un peu galère avec le truc s'y coller, mais ça va être surtout de l'endocrinologie. Donc, on va essayer de bien couvrir large. Et concernant la diabétologie, j'ai fait un e-atelier concernant que la diabétologie. Donc, vous pourrez le voir, c'est beaucoup plus court. Mais ça, c'est surtout centré sur l'endocrino. Donc, il y aura des DP, des QI, des KFP et des petites zones à pointer à la fin. Il faut que ce soit un petit peu interactif, donc je vais vous poser les questions et vous essayerez de répondre. Il y aura plein de rappels de cours. Alors, donc on va parler de plusieurs choses. Donc, on va commencer avec l'infertilité, ensuite l'aménorrhée, l'ostéopathie fragilisante, les facteurs de risque cardiovasculaire, mais surtout la dyslipidémie parce que ça tombe beaucoup aux ECN, l'iconographie à connaître sur la dyslipidémie. L'hypertension artérielle, surtout secondaire, des causes endocriniennes, l'hypoglycémie, le goitre, l'hyperhypothyroïdie, hypercalcémie, gynécomastie, un petit peu de diabète gestationnel, insuffisance surrénalienne et l'obésité à la fin parce qu'il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties sur les chirurgies bariatriques. Donc, comme ça, vous serez au clair sur tout ça. On fera une petite pause entre les deux, histoire de souffler un peu. Alors, est-ce que vous avez pu préparer la conf ou un peu? Ouais. Ok. Alors, donc, concernant l'infertilité du couple, quelles sont les propositions exactes? Est-ce que vous voyez ou est-ce que je vous gêne? Ça va? Je prends pas trop de place normalement, mais c'est bon, vous voyez? Ok. Donc, concernant l'infertilité du couple, quelles sont les propositions exactes? Un couple est considéré comme infertile en l'absence de grossesse après 1 an de rapport sexuel non protégé. Très bien. Si l'homme a déjà eu un enfant d'une union précédente, il convient d'explorer uniquement la femme. D'accord? Donc ça, c'est systématique. Devant une consultation d'infertilité, même quand vous serez médecin généraliste ou autre, il faut toujours explorer l'homme et la femme et faire comprendre que la cause, elle est entre les deux. Donc, on va voir la répartition entre les deux. L'âge de fécondité maximale est de 22 ans. C'est quel âge un peu plus tard? 28, très bien. 28 ans. Le bilan de première intention comprend chez l'homme un spermogramme, un dosage de FSH, un dosage de prolactine et un dosage de testostérone. Comment? Qu'un spermogramme? C'est ça le seul souci? C'est une conférence d'endocrinologie. C'est ça. Donc, tout le bilan est correct, c'est-à-dire qu'il y a bien un spermogramme, il y a bien un dosage de la FSH, il y a bien un dosage de la testostérone, mais la prolactine n'est pas systématique. La prolactine, c'est s'il y a des troubles de la libido ou autre, ou une gynécomastie ou d'autres symptômes. Donc, c'est pas systématique. L'infécondité est d'origine féminine dans 50% des cas et d'origine masculine dans 50% des cas. Idiopathique. Un tiers, un tiers, un tiers, non? Exactement. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est-à-dire qu'un tiers masculin, un tiers féminin et un tiers les deux. Très bien. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a dit, on a très bien justifié. Donc, concernant l'infertilité, il faut être assez systématique. C'est très tombable aux ECN parce qu'en fait, c'est assez fréquent. Donc, il faut considérer une infertilité quand il n'y a pas de grossesse après 1 an de rapport. Pourquoi c'est important de considérer après 1 an de rapport? Parce que 70% des grossesses ont lieu après 6 mois et 90% des grossesses après 1 an. Donc, il faut avoir ce recul. Après, bien sûr, c'est à doser. C'est-à-dire que si le couple vous consulte et que la femme a un certain âge avancé, il ne faut pas non plus être trop rigide sur la durée. Mais en tout cas, à l'ECN, la définition, c'est 1 an de rapport. La fécondité se détériore après 35 ans. Elle est maximale à 28 ans et très faible après 40 ans. Il faut être assez systématique sur l'interrogatoire concernant la femme pour rechercher surtout l'âge, c'est le facteur le plus important. Infection, est-ce qu'il y a eu des curetages, l'ancienneté de la fertilité. Chez l'homme, les troubles de la libido, de l'érection, les pathologies testiculaires, les infections également. L'examen clinique doit être systématique. Chez la femme, il faut rechercher des signes, une obésité, des signes d'hyperandrogénie, des signes d'insuffisance de résistance à l'insuline, mais ça, on va faire un autre point un peu plus détaillé. Donc voilà, donc il faut être assez systématique. Donc une fois qu'on a fait l'interrogatoire, une fois qu'on a fait l'examen clinique, on va explorer. Si la femme a des cycles normaux,
ou si elle a des cycles anormaux, on va avoir tendance à faire une échographie endovaginale pour essayer d'observer un petit peu. On va faire un petit point sur le SOPK après, parce que c'est une cause fréquente d'infertilité. Donc, on va faire un point sur ça. Donc, si la femme a des cycles normaux, on va faire un dosage progestérone à J21. Et si elle a des cycles anormaux, on va faire plus d'examens complémentaires. Parce que si la femme a des cycles normaux, c'est-à-dire que l'axe fonctionne bien. L'hypophyse, l'hypothalamus, les ovaires, l'utérus, c'est-à-dire qu'il y a une bonne sécrétion. Donc, on est un petit peu moins inquiet. Là, on a déjà parlé du bilan tout à l'heure. Donc, à retenir. Donc, concernant l'infertilité, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut essayer d'être systématique. On cherche les facteurs de risque, on s'intéresse particulièrement à l'âge, on regarde s'il y a eu 1 an de rapport sexuel non protégé. Et voilà. Vous avez la diapo chez vous? Ouais. Donc, vous pourrez relire un petit peu tout ça. Voilà. On va faire un point un petit peu plus poussé sur l'aménorrhée et on va faire un dossier. Alors, vous voyez en consultation mademoiselle A, 23 ans, pour des cycles irréguliers. Elle a eu ses règles à l'âge de 13 ans et n'a jamais pris de contraception. Elle n'a pas d'antécédent particulier. Elle est G0, P0, c'est-à-dire pas de grossesse et pas d'accouchement. Elle n'a pas de rapport sexuel. Son poids est de 75 kg pour 1m70 avec un IMC du coup à 26. Le stradiol est à 50, la FSH est à 4, la LH est à 7 et la testostérone est à 0,9. Donc, concernant le bilan, vous en pensez quoi déjà? À part la testostérone, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal, exactement. À part la testostérone qui est un peu limite haute, c'est plutôt normal. Donc, on va faire 5 petites questions. Donc, la première, c'est quelle est votre hypothèse diagnostique? La deuxième, c'est quels sont les 3 signes cliniques de l'hyperandrogénie que vous allez rechercher chez cette patiente? La troisième, c'est quels signes cliniques que vous allez rechercher en cas d'hyperprolactinémie? Quelle maladie génétique faut-il éliminer avant de conclure au diagnostic? Et on fera plus tard, mais une échographie pelvienne. Combien de follicules dans chaque ovaire devez-vous avoir au minimum pour votre diagnostic que vous suspectez? Donc, quel est votre diagnostic que vous suspectez? SOPK. Bon, je vous ai un peu spoilé avec ma question avant. Donc, pourquoi le SOPK? Qu'est-ce qui vous oriente? Comment? Exactement, donc ça c'est bien, mais ça c'est un peu piégeux parce qu'à l'ECN c'est bien l'argument de fréquence, mais le SOPK c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y penser parce que c'est fréquent. Il faut exclure le reste, mais c'est une bonne idée. Ensuite, exactement, la normalité du bilan hormonal. Un surpoids, très bien. Donc elle a quand même plein de choses et les cycles irréguliers aussi. C'est généralement le motif de consultation dans le cadre d'un SOPK. Donc vous suspectez bien un SOPK. Donc, comme tu as dit, c'est très bien, le SOPK, c'est extrêmement fréquent, c'est 5 à 10% des femmes en âge de procréer. Donc, vraiment, il faut l'avoir en tête. La deuxième question, c'était quels sont les 3 signes cliniques de l'hyperandrogénie que vous allez rechercher chez cette patiente? Oui, très bien. Très bien. Il a dit au fond. Donc, on a dit séborrhée, hirsutisme. Alopécie, c'est pas un signe d'hyperandrogénie très caractéristique. Il peut y avoir une alopécie, mais oui, c'est ça, l'acné. L'acné, très bien. En verre 2, quand vous définissez l'acné, la séborrhée est forcément associée avec l'acné. Oui, mais il faut quand même, dans le collège d'Andox, c'est un signe à part entière. C'est-à-dire c'est ces 3 signes qu'il faut évoquer dans le cadre d'une hyperandrogénie. Donc c'est 3, mais je suis d'accord avec toi que si c'est un DP fait par un dermato, l'acné, séborrhée, c'est ensemble. Et le surpoids, ça peut pas... Alors, pas dans les signes d'hyperandrogénie, parce que c'est pas responsable du surpoids, en fait, l'excès de testostérone. C'est tout un contexte métabolique de plus de résistance à l'insuline. Voilà. Donc voilà, donc très bien. Donc séborrhée, acné, hirsutisme. Quel signe clinique vous allez rechercher en cas d'hyperprolactinémie? Imaginons la prolactine était augmentée. Vous auriez recherché quoi? Galactorée. Est-ce que vous savez comment on recherche une galactorée? Ouais, c'est ça. On pince et donc on essaye de faire sortir le lait. Donc c'est une question extrêmement importante à poser aux patientes parce qu'elles ne vont pas le dire spontanément et c'est pas anodin d'avoir une galactorée. Il y a certaines situations où on peut avoir une galactorée et donc vous les connaissez, hein, c'est après la grossesse, quand on allait, tout ça. Et donc il faut demander s'il y a une galactorée spontanée ou s'il y a une galactorée provoquée et donc la rechercher à l'examen clinique. Quelle maladie génétique faut-il éliminer avant de conclure à ce diagnostic de SOPK?
Très bien. Donc, le diagnostic différentiel du SOPK, c'est le bloc en 21 hydroxylase. Vous savez ce qu'on fait comme examen? Très bien. On va faire le point sur tous les examens complémentaires à faire avant de poser le diagnostic d'un SOPK. Parce que comme je vous ai dit, le SOPK, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut tout exclure et après on dit, OK, il y a un SOPK. Donc, vous faites une échographie, vous avez bien pensé au SOPK et combien de follicules dans chaque ovaire devrait-elle avoir au minimum pour parler de SOPK? 20. Très bien. Ça, c'est nouveau. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite planche sur l'aménorrhée et en particulier le SOPK. Donc, le SOPK correspond en fait à une absence de pic cyclique de LH et de sécrétion de progestérone. Donc, le bilan hormonal, il n'est pas perturbé. L'hormone est bien présente, il n'y a pas de souci sur ça, mais c'est le pic qui ne se fait pas. Et comme le pic ne se fait pas, la progestérone ne peut pas être sécrétée correctement. Et donc, il y a une persistance de la sécrétion de stradiol, mais ce n'est pas cyclique, donc il n'y a pas des cycles normaux. Ça concerne 5 à 10% des femmes en âge de procréer. C'est une cause majeure d'anovulation et la clinique comprend tout ça. Donc, les anomalies du cycle menstruel, avec des aménorrhées, spanioménorrhées depuis les premières règles, l'acné, l'hirsutisme, avec une pilosité excessive au niveau du visage, au niveau des seins, au niveau du pubis vers l'ombilic, et un surpoids dans 50% des cas, une insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est très important parce que vous pouvez très bien avoir, soit en pratique courante, soit à l'ECN, un DP qui commence avec un SOPK et qui finit avec un diabète, parce que les patients qui ont un SOPK sont plus à risque de développer un diabète. Je ne sais pas si vous saviez, mais avant, dans les critères les facteurs de risque de diabète gestationnel, il y avait notamment le SOPK. Aujourd'hui, ça ne rentre plus dedans, mais parce qu'il y a cette notion d'insulinorésistance. Donc, il y a plus de risque de développer un diabète de type 2 ou un diabète gestationnel. Et enfin, la séborrhée. Donc, tu vois pourquoi ils font la distinction avec la séborrhée?